Tous les films devraient commencer par une lumière qui s'allume. Une lumière qui s'allume et qui éclaire un magnifique décor. Un château rutilant de dorures, une plaine aride hérissée de cactus, une mer déchaînée où survivent les restes d'un bateau, ou un petit studio perdu près de la porte de Bagnolet. Tous les films devraient aussi raconter l'histoire de ces deux filles suédoises qui boivent un verre assises à la terrasse d'un café et se souviennent de leur arrivée à Paris. Ou alors celle du patron du café qui, derrière le comptoir, toujours vêtu de la même chemise blanche, méfiant et généreux, surveille le va-et-vient des garçons. Ou encore celle de ces deux amis qui s'assoient toujours à la même table près de la porte du café. Ils se retrouvent là tous les soirs pour boire des bières ensemble et se raconter leur vie. Ou enfin, celle d'un jeune homme qui boit un demi et regarde à travers la vitre en attendant un homme qu'il ne connaît pas. L'homme l'aurait prévenu qu'il serait peut-être en retard, et ça ferait presque 1 heure que le jeune homme serait là à l'attendre, seul avec sa bière, passant sans cesse de la vitrine au comptoir, du comptoir à la salle, de la salle à la terrasse, de plus en plus fébrile, de plus en plus inquiet. Cet homme qui est seul chez lui, dans son minuscule studio près de la porte de Bagnolet, cet homme pourrait être l'homme que le jeune homme du café attend. Il serait là depuis un bon bout de temps, assis sur un tabouret, à se demander s'il va ou s'il ne va pas faire ce qu'il a à faire. Cet homme réfléchirait. Il pèserait le pour et le contre. Il tenterait en vain de mettre sur la balance de la raison ou sur celle de la justice les possibles conséquences de l'acte qu'il va ou qu'il ne va pas accomplir. Cette cigarette n'est pas sa première cigarette. Et ce n'est pas non plus la première fois qu'il doute ainsi entre faire et ne pas faire. Au bout d'un long moment, en pensant au jeune homme qui l'attend au café, en pensant à ce jeune homme qu'il ne connaît pas, mais dont il se méfie, comme on se méfie justement de ce qu'on ignore, cet homme se dirait, vu l'état des choses, il vaut sans doute mieux laisser le pire arriver. Il ne se dirait pas qu'il faut le chercher, qu'il faut le provoquer, mais il se dirait qu'il faut peut-être, simplement, le laisser arriver.
Le jeune homme, appelons-le Jonathan, aurait contacté l'homme de la porte de Bagnolet par Internet, un site officiel où on lui aurait dit que se vendaient des choses officieuses. Il n'aurait jamais vu l'homme auparavant. Ce qu'il aurait payé officiellement ne serait pas ce qu'il aurait réellement acheté. Et ce qu'il aurait acheté ne serait pas quelque chose qui pourrait s'envoyer par la poste. C'est pour ça que l'homme de la porte de Bagnolet lui aurait donné rendez-vous dans ce café la nuit. L'homme aurait été clair. Il lui aurait dit ceci. « Je vous remettrai ce que vous avez acheté, mais je ne veux rien savoir de plus. » Jonathan saurait sans doute que le pistolet que lui a vendu l'homme de la porte de Bagnolet est un calibre 45. Mais il ne saurait sans doute pas que la balle lourde et lente du calibre 45 présente une terrible qualité. Transmettant davantage d'énergie qu'un plus petit calibre, elle a beaucoup plus de chances d'endommager un organe vital. Jonathan ne serait pas non plus que 650 des 850 millions d'armes à feu qui sont en circulation dans le monde, c'est-à-dire plus de 75%, sont détenues par des civils. Il se douterait peut-être que si, parfois, on peut confirmer des liens entre l'instabilité persistante de certaines situations politiques et la disponibilité des armes à feu pour la population civile, la seule présence d'armes ne permet pas d'en prévoir un usage violent. Pas plus que le faible nombre d'armes par habitant ne garantit une situation stable. Parfois, n'aimant pas se coucher, Jonathan fumerait seul à la fenêtre. Juste en face, un garçon à peine plus jeune fumerait lui aussi. Ils se connaîtraient de vue. Un jour, le garçon se serait approché de lui dans la rue pour lui demander une cigarette. Jonathan la lui aurait donnée, mais sans lui dire le moindre mot. Depuis, souvent, ils fumeraient ainsi, aussi seuls l'un que l'autre, aussi inquiets, aussi démunis. Tous les films devraient aussi raconter l'histoire d'une jeune fille qui vient de finir son premier amour. Pourquoi a-t-elle quitté ce garçon qu'elle a aimé passionnément? On ne le saura peut-être jamais. Une voix intérieure et impérieuse lui aurait sans doute demandé de vivre autre chose ou d'apprendre à être seule. Cette jeune fille, appelons-la Garance, fumerait à l'aube. Elle ne penserait pas forcément à son ancien amour au moment où le soleil se lève. Elle se serait réveillée comme chaque matin depuis qu'elle dort sans lui, alors qu'il fait encore nuit. Et comme il fait encore nuit et qu'elle fume à la fenêtre, elle penserait que l'époque où elle vit est triste, parfois sinistre. Et elle penserait aussi que se lever chaque matin à l'aube pour fumer et penser est inutile. Elle se dirait, ce n'est pas ça qui va changer le monde. Mais pourtant, chaque matin,
Comme elle fume et que le jour perce la nuit de ses premières lueurs, comme tant d'hommes et de femmes qui se réveillent à l'aube, elle songerait que sa faible activité, pensée et fumée, aide le soleil à se lever. Prise entre la certitude de l'inutilité de son activité à changer la réalité qui l'entoure et la foi dans le fait que cette inutile activité participe à cet événement cosmique si fondamental, quel fou prendrait-il le risque, aussi petite soit sa contribution à ce miracle qui se produit chaque jour, de cesser d'y participer? Qui, que le soleil se lève parce qu'il fait du pain à l'aube, parce qu'il marche à l'aube, parce qu'il fait l'amour à l'aube, ou parce qu'à l'aube il fume et réfléchit, qui, croyant et doutant avec une force extrême dans sa croyance, qui prendrait le risque de cesser son intime et minuscule activité et que la nuit se poursuive sans fin sur la terre? Garance habiterait chez son père. Cet être étrange qu'on ne verrait jamais lui aurait légué un certain amour des livres. Un amour qui la protégerait de sa terrible tristesse tout en la condamnant à une terrible solitude. Garance aimerait le jour presque autant que Jonathan aimerait la nuit. Alors que lui, un besoin irrésistible le pousserait à rester réveillé jusqu'à tard, à sortir, à errer dans la nuit parisienne et à se lever plus tard encore, elle aimerait se coucher pour lire et s'endormir, autant que se réveiller pour fumer et réfléchir. Saturne, 6e Garance. On a commencé à sortir ensemble avec Alexandre.
J'ai compris. J'ai compris que j'avais pas juste besoin d'un amoureux, enfin que ça voulait, ce que ça comprenait pour moi d'être amoureux, enfin ce que j'attendais de lui. Enfin, peut-être que je l'attendais pas de lui, mais que c'est juste qu'il me l'a donné et que j'en avais besoin sans le savoir. On est sortis ensemble pendant 2 ans. Et il a tout remplacé. Putain, j'y arrive pas. Je crois que je pourrais jamais arrêter de l'aimer. Enfin, au fond, je veux dire, c'est pas... De toute façon, je peux pas arrêter. C'est comme une partie de moi qui, si je la reniais, j'existerais plus. Mais c'est comme ça pour tout le monde, de toute façon. Si on acceptait tous cette petite partie, on serait tous heureux, tous ensemble. Enfin,
quand j'étais avec lui, j'avais l'impression de pouvoir aimer tout le monde. Mais comme si tous ensemble, on pouvait... C'est lui que j'aimais, mais... Je sais pas. J'ai un pote en philo qui me parlait d'un truc comme ça. Je crois que c'est Aristote. Qui dit que l'homme est un animal politique. C'est pas exactement ça, mais en gros, si, enfin... Au fond, l'idée, ce serait qu'on déciderait de vivre ensemble pour être mieux. Au fond, on veut tous la même chose. Et avec Alexandre, c'était un peu ça. Enfin, j'avais l'impression un peu qu'on pouvait tous... déjà se comprendre et puis faire, pas construire un truc ensemble, mais presque. Enfin, réussir à... Je sais pas, mais ça, il faut que ça reste en tout cas. S'il est assez simple de comprendre que l'amitié ouvre à la politique, que la tendresse joyeuse qu'on éprouve pour un ami donne envie d'étendre au monde entier ce sentiment par essence si propre au partage, à la profusion. Comment se fait-il que l'amour pour un être en particulier, parfois, nous donne envie d'aimer tout le monde? C'est un mystère qu'il vaut sans doute mieux ne pas chercher à dévoiler. Garance avait éprouvé ce sentiment singulier. Son premier amour lui avait ouvert les portes d'un amour général. Aimer Alexandre lui avait permis d'aimer le monde entier. Et l'enfermement, cette forme étrange de compagnie à laquelle conduit parfois le couple, elle la découvrait seulement maintenant, comme elle commençait d'être seule. Mais revenons à Jonathan. Chaque matin serait pour lui douloureux. Il quitterait le lit chaque jour avec regret, comme un homme qui ne rêve plus, comme un homme qui a abandonné son destin aux mains inutiles de ceux qui l'entourent. Chaque geste serait pour lui difficile, chaque pas serait lourd. Il marcherait, mais ce ne serait pas ses jambes, ce serait son désir de ne pas marcher qui le ferait avancer. Pourquoi se rincer le visage? Pourquoi se regarder dans le miroir? Pourquoi s'essuyer? Pourquoi se faire du café? Toutes ces questions qui feraient de lui un être humain perdu, mais ayant une certaine conscience de sa propre perte, il ne se les poserait plus depuis déjà longtemps. Non seulement aurait-il abandonné son destin en d'autres mains que les siennes, mais il aurait oublié ce lien inévitable qui unit le destin de chaque être humain au destin de tous.
raison qu'il serait inutile d'essayer d'expliquer, Jonathan et Garance auraient, à ce moment précis de leur existence, un point en commun. Tous deux passeraient le plus clair de leur temps dans le métro. Tous les deux éprouveraient cet étrange sentiment qui nous envahit parfois, celui de faire partie du décor. Le sentiment d'être justifié par ce qui nous contient. D'être justifié par autre chose que ce que nous faisons. Tous les deux sentiraient vaguement quelque chose d'insupportable dans la situation du monde qui les entoure, et tous les deux se sentiraient aussi impuissants à changer cette situation. Ils ne se sentiraient pas impuissants de la même impuissance, mais, perdus parmi les milliers de trains qui vont et qui viennent, ils se sentiraient aussi impuissants l'un que l'autre. Garance profiterait de ces longs moments de solitude pour songer à son premier amour. Elle y penserait d'une manière méticuleuse. Elle essaierait de se souvenir de tout. De cette boulangerie où ils allaient si souvent petit déjeuner ensemble. De ce restaurant libanais où ils mangeaient des sandwichs avant d'aller au cinéma. De ces longues marches dans la nuit, ivres de leur jeunesse et de leur amour. Et ainsi, peu à peu, en se souvenant de tout, elle se sentirait de plus en plus vide. Elle se sentirait vide parce que son passé qu'elle aurait cru éternel, son passé auquel elle aurait cru ne pas pouvoir survivre, son passé, enfin s'en irait. Car s'il n'y a rien de mieux qu'essayer d'oublier pour ne jamais cesser de se souvenir, il n'y a rien de tel qu'essayer de se souvenir pour réellement oublier. Jonathan aurait commencé d'errer dans le métro bien avant Garance. Au début, il aurait eu une drôle d'impression en regardant les gens. L'impression qu'ils faisaient tous semblant, qu'ils faisaient semblant de lire le journal, d'envoyer des SMS à des amis, d'appeler leurs femmes. Il aurait eu en même temps l'impression qu'ils faisaient tous semblant et l'impression qu'ils étaient tous comme lui, seuls comme des chiens. Mais depuis qu'il avait acheté cette arme, il aurait commencé d'éprouver un sentiment encore plus étrange. Le sentiment d'être semblable à ces vieux qu'on voit assis sur des chaises, adossés au mur des maisons dans les pays chauds. Ces vieux dont l'attitude patiente et concentrée garantit le bon déroulement de tout ce qui advient dans leur rue. De rares passants qui passent, de rares véhicules qui roulent, un chien errant qui s'arrête pour pisser sur un poteau ou pour les regarder en penchant la tête. En proie à une inutilité si fondamentale qu'elle en deviendrait absolument nécessaire, la vie parisienne du métro se déroulerait sous ses yeux grâce à lui. Il réglerait le fonctionnement de tout. De cet homme un peu coquet qui se regarde la chaussure, de cette femme pressée qui mange un sandwich, de cette jeune infirmière qui se maquille après s'être réveillée en retard pour emmener son enfant à la crèche, de ce clochard qui passe d'un wagon à l'autre en demandant toujours, inévitablement, quelles que soient les pièces qu'on vient de lui donner, les 2,70 € qui lui manquent pour payer sa prochaine nuit au foyer. Si la rame dans laquelle il se trouve marque soudain un arrêt inhabituellement long, ce serait parce qu'il se lève qu'elle repartirait.
C'est-à-dire, ce ne serait pas lui qui croirait que parce qu'il se lève, le métro se remet en marche. Ce serait réellement la condition nécessaire à son départ. Garance aurait déjà vu Jonathan sur la 3. Elle aurait remarqué son air un peu perdu, et cet air l'aurait amusé. Garance lui aurait dit bonjour. Jonathan ne lui aurait pas répondu. Comme si elle n'existait pas, il se serait levé et il se serait éloigné. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Je te connais, non? T'es pas un pote de Marco? Marco de la rue des Audriates, non? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Garance avait-elle décidé ce jour-là de parler à Jonathan puis de le suivre dans le métro? Pourquoi avait-elle voulu que leur trajet devienne un seul trajet, que leur errance soudain unie semble avoir un but? Pourquoi avait-elle pris le risque d'abandonner son désespoir? C'est chez mon père. T'inquiète, il est pas là. Jonathan, par contre, aurait accepté de se laisser suivre dans le métro puis d'aller chez elle, comme il acceptait de vivre le reste de son existence, en s'interdisant d'éprouver le moindre sentiment. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Devine. Alors? T'as trouvé? Il lit. Non, il écrit. C'est ta chambre? Non, c'est la sienne. Viens.
tu veux pas faire l'amour? Non, c'est pas ça. Je fais quoi là? Comment aimer de nouveau? De quelle sorte d'amour faut-il aimer lorsqu'un premier amour est fini? Doit-on chercher à reproduire une relation semblable ou au contraire se lancer dans de nouvelles aventures? Garance ne savait pas si elle voulait aimer comme elle avait aimé Alexandre. Elle ne pouvait pas encore accepter que ce sentiment, si puissant et si beau, qu'elle avait éprouvé pour son premier amour, se transforme en ce compromis entre le désir du corps et les doutes de l'esprit, qu'adultes ont fini par confondre avec lui et qu'on continue d'appeler du même nom, amour. Garance voulait aimer comme elle avait aimé Alexandre, mais en même temps, elle ne voulait pas d'un amour qui affaiblisse réellement la force de son premier amour. Cette force que lui donnait le fait même qu'il était encore unique. Pour rien au monde, elle ne voulait la diminuer. Il paraît qu'il faut 2 automnes pour oublier. Qu'il faut, entre le mémorial automne douloureux et l'immémorial automne présent, un automne transitoire dont on se souvienne comme celui du souvenir de la douleur. Faut-il 2 amours pour survivre au premier? Dans la vacance de son cœur, Garance sentait qu'elle pouvait s'attacher à n'importe qui, devenir n'importe quoi, brigand avec les brigands, marchand avec les marchands, esclave avec les esclaves. Cela n'avait pas d'importance. Et c'est pour ça que parfois sa souffrance s'en allait et que parfois elle redoublait. Comme elle commençait d'oublier Alexandre, elle commençait de souffrir sans pouvoir justifier sa souffrance. Elle commençait de sentir, doucement, lentement, que la fin de la douleur peut être encore plus douloureuse que la fin du bonheur. J'ai l'impression que les garçons n'arrivent pas à comprendre ce que c'est quand une fille se donne. Enfin, faudrait leur expliquer. Faudrait leur expliquer que c'est pas un jeu. Que quand on se donne, on garde rien. On donne même ce qu'on n'a pas. Les garçons, ils sont pas comme ça. On dirait que quand ils donnent qu'à eux-mêmes. Comme si on n'existait pas.
J'ai lu une phrase dans un bouquin l'autre jour qui disait que faire l'amour, c'était le contraire de l'amour. Comme faire le singe. Je suis pas d'accord, mais je sais pas, c'est resté là. Faire l'amour, c'est le contraire de l'amour, comme faire le singe. Quelques années plus tôt, Jonathan aussi avait été amoureux. Il avait aimé réellement, et il avait été réellement incapable de supporter la déchirante sensation à laquelle le contraignait son amour. Vou lhe dar a decisão. Botei na balança, você não pesou. Botei na peneira e você não passou. Mora na filosofia. Pra que rimar, amor e dor? Mora na filosofia. Jonathan l'avait aimé et il l'avait quitté. Il n'était jamais parvenu à accepter que c'était justement parce qu'il l'avait réellement aimée qu'il n'était jamais arrivé à faire l'amour avec elle. Il n'avait réussi à l'aimer qu'à distance, comme une ombre. Depuis la fin de ce premier amour, comme un guerrier fatigué, absent, misérable, détaché de tout, Jonathan aurait encore une certaine tendresse, une certaine délicatesse, comme une demi-présence. Peut-être serait-il encore capable d'aimer, mais seulement en préservant les autres de la mort qu'il a au cœur. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing. Then hid the cursed, crinkling treasure in his little girl's doll, that they would never tell, that they would never tell, that they would never tell, that they would never tell. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing. Then hid the cursed, Jonathan ferait souvent un rêve. Il rêverait qu'il flotte dans un monde indécis, un monde où personne ne se voit, où personne ne se touche, où chacun, comme lui, se perd et tombe, comme tombe le soir. Ce premier amour de Jonathan avait eu lieu au mois de mai 2008. George Bush, Silvio Berlusconi, Vladimir Poutine et Nicolas Sarkozy étaient au pouvoir en même temps. C'était, on peut le dire, une période assez sombre. Son collègue russe Vladimir Poutine, et apparemment, il n'avait pas bu que de l'eau. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, oui, allez. Jonathan avait vécu cette période comme il vivrait à présent, se promenant dans les rues, s'asseyant à la terrasse des cafés, ignorant que le souvenir de cette période si sombre faisait qu'au premier étage de ce même café où l'homme de la porte de Bagnolet, après avoir longtemps douté, lui avait remis le pistolet, tous les vendredis, se tenaient de singulières réunions politiques. Des jeunes gens se réunissaient une fois par semaine pour tenter de repenser le monde, de le repenser de A à Z. Ça fait des mois qu'on se réunit ici pour penser à des nouvelles formes de possibles. Il y a un moment où ces formes de possibles, il faudra qu'on les mette à l'essai, à l'épreuve de la réalité. Non, ça fait des mois qu'on se réunit pour penser à comment la réalité... Le point de départ de leur réflexion serait simple. Comment passer de l'amitié à la politique? Comment faire dériver la générosité d'un sentiment qu'ils éprouvaient si simplement les uns envers les autres vers un sentiment général envers leurs contemporains qui leur permettrait de trouver des formes d'action d'où l'idée même du pouvoir serait absente? Pour aboutir à un présent où donc on pourrait penser à une autre forme de société dépendent de nous, de nos actions. Oui, ou de n'importe quelle action volontaire. On va l'attendre encore longtemps, cette possibilité, d'essayer la possibilité? Je sais rien. On fait quoi en attendant? Bah on oublie. On essaie de trouver cette forme d'oubli qui n'a de cesse d'être attentif aux aguets. Cette forme d'oubli qui n'a rien à voir avec le sommeil de la vigilance. Cette forme d'oubli dont tu parlais justement vendredi dernier. Attendez. Toute cité est une sorte de communauté, et toute communauté est constituée en vue d'un certain bien. L'homme n'est pas seulement un animal politique, il est un Pourquoi Garance connaîtrait-elle ces jeunes gens? S'ils se regroupent, naturellement... Voilà un des détails de cette histoire qu'on ne saura sans doute jamais. Peut-être connaissait-elle Esther, cette étudiante en droit qui, après quelques semaines à Assas, avait compris que le danger était toujours là. Ou peut-être avait-elle été au lycée avec Jacob, un étudiant en philosophie qui avait été l'un des fondateurs du groupe. L'utopie ne s'oppose pas à la réalité. La beauté de l'horizon n'a jamais découragé un marin de prendre la mer, ni empêché un enfant de jouer sur le sable de la plage. Au contraire, en littérature comme en politique, et dans la politique comme dans l'amitié, le choix souvent est simple, unir ou séparer. Soit on tente de concilier la parole poétique et la parole philosophique, soit on œuvre encore à les séparer. Soit on pense encore la politique à partir d'un programme, soit on la pratique à partir de l'amitié. Il est compréhensible que dans une période aussi sombre que la nôtre, des penseurs s'efforcent à démontrer que ce qui chute bouge encore, que ce qui tombe ne disparaît pas, que le soleil qui se couche ne cesse pas d'exister ailleurs, que ce qui est extraordinairement rare existe quelque part, que le mot déclin ne décrit qu'un mouvement vers le bas, que toute pensée qui Ce qui nous importe à présent, c'est qu'elle participe à sa manière tout à fait passive, attentive et passive, concentrée et passive, à ces étranges réunions politiques. Si la catastrophe est possible, et c'est ici, dans l'une de ces réunions qui ont lieu chaque vendredi, que Garance aurait rencontré David. Homme peut être détruit, infiniment détruit. Le seul discours politiquement utile n'est-il pas celui de l'alerte, c'est-à-dire le cri? Si la catastrophe réelle, celle que nous sommes les premiers à pouvoir envisager en tant que premiers des derniers hommes, est seulement possible, comment justifier cet autre discours qui consiste à dire que la catastrophe n'aura peut-être pas lieu? Il y a un bon et un mauvais usage du catastrophisme. Annoncer le destin apocalyptique de l'humanité pour inverser le cours du temps n'est pas la même chose qu'aller se terrer dans des abris anti-atomiques pour se protéger des feux du ciel, alors qu'il n'y a aucune utilité à appeler au calme. Nous ne sommes apocalypticiens que pour avoir tort, que pour jouir de la chance d'être là, ridicule, mais toujours debout. Au début, lorsqu'elle l'avait rencontré, Garance n'aurait pas vraiment aimé David. Au début, quelque chose en lui aurait fait un peu peur. Mais peu à peu, en l'entendant parler, en comprenant ses pensées, en croyant à ses croyances, elle aurait commencé à l'aimer. Ou plutôt, elle aurait commencé à vouloir l'aimer. À vouloir l'aimer, comme elle disait, pour de vrai.
Quand j'ai rencontré Garance, elle venait de se séparer. C'était elle qui avait rompu avec Alexandre, mais elle en souffrait beaucoup. Tout lui était douloureux. Ça lui faisait mal. Partout. Ça lui faisait tellement mal que j'ai cru que c'était pour toujours. Que c'était pas quelques semaines ou même quelques mois comme pour un chagrin d'amour normal. Mais que ce mec, il l'avait marqué à vie. Je dis marqué parce qu'il avait vraiment posé ses marques. Physiquement, quand elle était avec moi, bah, il était encore là. Quand on en parlait, elle l'aimait plus. Quand on n'en parlait pas, bah, elle l'aimait encore. Elle pleurait. Puis elle pleurait plus. Puis une heure après, elle pleurait encore. Moi jusque-là, j'avais surtout eu des amis. Enfin, je veux dire des filles comme des garçons, quoi. Je veux dire que ma vie, c'était surtout pour l'amitié. Et avec mes amis, l'amour, on le mettait de côté. On avait cette phrase de Blanqui. Le moi m'a toujours laissé de glace. Et l'amour, c'était s'occuper de soi. Donc c'était renoncer à l'horizon commun qu'on essayait de mettre en place. On parlait pas d'amour d'ailleurs, on parlait du couple. Comme si on avait tellement peur qu'on n'invoquait même pas le mot. David l'aurait aidé à oublier son premier amour, à dépasser ce grand moment de doute et de vide provoqué par la séparation avec Alexandre. Peu après avoir rencontré David, Garance aurait décidé de travailler. Elle aurait voulu, comme un adulte, que le travail, tout en l'empêchant de penser à la mort, l'empêche de se souvenir. Et ce qui, pour les adultes, est souvent une erreur fatale, une erreur qui les éloigne à jamais de leur propre vie, qui les empêche à jamais de vivre réellement, car il n'y a de vie réelle qu'avec la pensée de la mort à nos côtés, aurait été pour Garance une vraie bouée de sauvetage. Une bouée qui lui aurait permis, en cessant de se souvenir de son premier amour, de recommencer à lire, à étudier, c'est-à-dire à vivre ce qui allait devenir sa vraie vie. Esther? Où elle est? Esther? Gonfle les joues. Bouge tes doigts. Maintenant, fais un sourire.
tire la langue. Un jour, brusquement, Jonathan aurait commencé à sortir dans la rue avec son pistolet. Quel sentiment lui procurait cette arme? Difficile de le dire. Son attitude avait déjà changé lorsqu'il avait acheté ce pistolet. Maintenant qu'il se promenait avec, tout en étant de plus en plus effrayé, il se sentait de plus en plus au-dessus des autres. Il prenait le même métro, il errait dans les mêmes rues, mais il n'était plus semblable à personne, même pas à lui-même. Après avoir erré ainsi pendant plusieurs jours, le pistolet sur lui, comme si la simple présence de cette arme pouvait donner un sens à sa vie, Jonathan aurait essayé de contacter l'homme de la porte de Bagnolet. L'homme n'aurait pas répondu à ses messages, et Jonathan aurait insisté. Il lui aurait envoyé des emails jour après jour. Il lui aurait demandé de le voir seulement quelques minutes dans un café. Pourquoi voulait-il tant le voir? De quoi voulait-il tant lui parler? Jonathan lui-même n'en avait aucune idée. Errant dans la ville, ombre parmi les ombres, il n'en était pas encore à un stade où il pourrait demander à un autre être humain de lui donner des réponses. Il en était à peine à chercher quelques questions. Quoi qu'il en soit, après des dizaines et des dizaines d'emails, l'homme aurait enfin accepté de le voir. Avec rage, l'homme de la porte de Bagnolet aurait accepté de lui donner rendez-vous dans un autre café et de lui accorder ces quelques minutes que Jonathan quémandait. Maintenant, il faut des armes. Mais il ne faut pas que tu sois seul. Seul, tu n'es rien, tu n'existes pas. Tu l'as sur toi, le flingue? Jonathan aurait voulu que l'homme de la porte de Bagnolet donne un sens à l'arme qu'il lui avait vendue. Et l'homme, dès qu'il avait reçu le premier message de Jonathan, avait compris que lui vendre une arme précisément à lui, avait été une terrible erreur. N'oublie pas ça. C'est avec la vérité qu'on n'est jamais seul. Pas avec tes conneries. La fille pour son plaisir reprendra des matelots. On refera des navires pour le ventre de l'eau. Il y aura toujours des guerres pour jouer aux soldats qui partiront la faire sur l'air de ça ira. Eh ben moi je reprendrai un homme. Pas de mal à ça, un homme. Les hommes, j'aime ça. Un homme, un homme, un homme. Quelques mois plus tôt, l'idée d'avoir une arme aurait aussi effleuré l'esprit de David, mais il l'aurait naturellement écartée. David n'exclurait pas que les armes pourraient être un jour nécessaires, mais il penserait que pour favoriser les conditions où la politique aurait de nouveau un sens, pour le moment, la lecture et la pensée étaient plus efficaces que la violence. David et Garance auraient commencé à se voir de plus en plus souvent. La reconfiguration impériale des hostilités est passée largement inaperçue.
Le moi m'a toujours laissé de glace. Cette phrase de Blanqui qui leur servait de maxime à lui et ses amis prenait un autre sens. Grâce à Garance, David comprenait qu'il y avait quelque chose dans l'amour qui pouvait être semblable à ce qui, pour lui, avait toujours été si important dans l'amitié. Mais si David sentait de plus en plus qu'il pourrait tout partager avec Garance, il sentait aussi chaque jour davantage que Garance avait quelque chose d'unique, quelque chose que personne ne pourrait jamais partager. J'évite la vague qui approche, ou au contraire, je m'en sers. Je me présente à la mer, simplement, dessus-dessous, je sais. David aimait Garance. Il éprouvait le besoin de faire des choses avec elle, de la voir entourée de gens. Je creuserai tous les nuages. Je verserai dans les secrets. Il éprouvait le besoin de l'inscrire dans un réel d'où constamment elle s'échappait. Car Garance avait beau accompagner David dans des endroits où elle ne serait jamais allée seule, une part d'elle, comme toujours, demeurait ailleurs, étrangère, perdue dans un lieu indécis, situé entre l'imaginaire et le passé. Tu es ma fleur de lys, ma faucille. David aimait Garance, et Garance voulait aimer David. Tout en lui semblait aimable, sa douceur, ses pensées, sa foi inébranlable dans une action possible. Tout lui semblait aimable, mais rien ne lui permettait de le réellement aimer. Tu peux pas monter. Pourquoi? Et ce soir? Je sais pas, je dois voir une pote ce soir. Bah après. Je sais pas, on verra. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Garance voulait l'aimer et elle ne pouvait pas l'aimer, Je comprends pas ce qu'il y a de plus important. mais elle ne voulait pas non plus tout à fait le perdre. J'ai l'impression que t'as peur, que tu veux pas t'engager et... Mais m'engager à quoi? Enfin, je sais pas, y a rien de plus important pour toi parfois que... T'as pas des trucs toi aussi à faire, enfin je sais pas. Non, bah non, y a rien de plus important en ce moment que de te voir. Garance avait besoin d'un temps que David ne pouvait pas lui accorder. Son premier amour était trop présent. Et la découverte de la solitude, de la puissance absolue de la solitude, lui interdisait de choisir la puissance absolue d'un nouvel amour. Je comprends pas. Des fois, t'es là, on est ensemble et je sens que tu m'aimes. Et à côté de ça, des fois, t'es comme là maintenant et... Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important? Garance voulait être seule et elle ne voulait pas être seule. Elle voulait être amoureuse et elle ne voulait pas être amoureuse. Non mais laisse tomber, je saurais pas t'expliquer, tu peux pas comprendre. Ouais. Alexandre, comprenez lui? Non, il comprenait pas. Mais avec lui, c'était pas important. Allez, salut. Non mais David, arrête. David, écoute, attends. Quoi? Garance voulait l'aimer, mais elle ne voulait pas lui appartenir. Elle voulait éprouver encore ce sentiment si fort et si simple, le sentiment que tout est possible. Non mais fais-moi confiance, c'est plus simple, je te jure. Ouais.
Lorsque la nuit lui semblait trop sombre, Jonathan avait toujours cherché une forme d'apaisement hors de chez lui. Une forme d'apaisement qui ne faisait le plus souvent que l'inquiéter davantage. Pourtant, depuis qu'il avait acheté le pistolet, quelque chose avait changé dans sa manière d'errer dans la nuit. Jamais il n'avait réellement songé que cette arme pouvait être un moyen de se protéger. Il espérait plutôt qu'à force de l'accompagner, la violence du pistolet donnerait un sens à sa propre violence. D'où venait cette violence? De ce sentiment infini que la vie lui avait toujours échappé. Que depuis toujours, le silence le tenait à l'écart du monde. Tant de fois il s'était retrouvé ainsi, peu à peu étourdi par la musique et l'alcool, à errer d'un coin à l'autre d'un local semblable à celui-ci. Qu'une quantité indéterminée de jeunes gens, heureux ou malheureux, innocents ou coupables, puissent faire la fête alors que lui-même en était incapable, l'avait toujours irrité. Et le plus souvent, lorsqu'il avait réussi à trouver dans la nuit un lieu où on s'amusait, il restait à peine quelques minutes, puis partait. Sans qu'il puisse se l'expliquer, depuis qu'il avait une arme, quelque chose avait changé. Il pouvait rester, s'appuyer contre un mur et les contempler les uns et les autres, comme il contemplait les gens dans le métro. Comme s'il avait sur eux un droit de vie et de mort. Quelques jours après la dispute dans l'impasse, David aurait appelé Garance. Garance aurait accepté d'aller au cinéma avec lui. Elle lui aurait demandé de ne pas parler d'eux, de ne plus parler de ce que lui il sentait, de ce que elle ne sentait pas, de ce qui était possible entre eux, de ce qui ne l'était pas. David aurait été doux, Garance aurait accepté sa douceur. C'est un mec qui a la bouche comme ça. Il va dans un hôtel pour prendre une chambre. Bonsoir, je peux avoir une chambre? Oui, bien sûr. C'est combien? 50. Hop, il va dans sa chambre. Et là, il y a une bougie qui est allumée. Donc il essaie de l'éteindre. Il n'y arrive pas. Il y a un autre mec qui arrive dans l'hôtel. Il a la bouche comme ça. Bonsoir, je peux avoir une chambre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est combien? 50. Ok. Il va dans sa chambre, sauf qu'il se trompe de chambre. Et il arrive dans la chambre du mec qui a la bouche comme ça. Eh, bonsoir, bonsoir. Tu peux éteindre la bougie, s'il te plaît? Ouais. Il n'y arrive pas. Il y a un troisième mec qui arrive à l'hôtel. Il a la bouche comme ça. Bonsoir, je peux avoir une chambre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que David aimait tellement chez Garance? Peut-être simplement qu'elle le faisait rire. Elle le faisait rire parce qu'elle avait retrouvé, grâce à lui, une forme de légèreté, d'insouciance d'avant Alexandre. Il va à la bougie. Il n'y arrive pas. Il y a un quatrième mec qui arrive et qui a la bouche comme ça. Bonsoir, je peux avoir une chambre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est combien? 50. Ok. Il va dans sa chambre, lui aussi il se trompe de chambre. Il arrive dans la chambre du mec qui a la bouche comme ça. Bonsoir, 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 bonsoir. Tu peux étendre la bougie, s'il te plaît? Ouais, ok, étends la bougie. Allez, étends la bougie. Ok. Il n'y arrive pas. Et puis là, il y a un cinquième mec qui arrive, qui a la bouche normale. Bonsoir, est-ce que je peux avoir une chambre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, c'est combien? 50. Il va dans sa chambre, il se trompe de chambre aussi.
Et puis il arrive donc dans la chambre du mec qui a la bouche comme ça. Bonsoir, 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 bonsoir. Tu peux éteindre la bougie, s'il te plaît? Ouais, éteins la bougie, vas-y, éteins la bougie, éteins la bougie. Et il arrive à la bougie, et puis il fait... Psst. Vous avez déjà entendu parler des requins taureaux? La femelle, paraît-il, a 2 utérus. Au début de la grossesse, il y a plus de 20 bébés requins dans chacun. Au 4e mois, les bébés requins atteignent la taille de 12 cm. Leurs mâchoires sont entièrement développées. Alors ils commencent à se manger les uns les autres. Les plus grands, les plus forts mangent les plus petits. À la fin de la grossesse, il ne reste plus que 2 bébés requins, un dans chaque utérus. 2 sur 40. Les autres, tous les autres, ont été victimes de ce qu'on appelle cannibalisme intra-utérin. Quel drôle de nom, n'est-ce pas? Cannibalisme intra-utérin. Jonathan et Garance ne se seraient pas recroisés depuis cette rencontre heureuse dans le métro, qui les avait conduits à cette séparation malheureuse chez le père de Garance. Depuis, ils n'auraient pas réellement pensé l'un à l'autre. Jonathan n'aurait jamais voulu revenir par le souvenir sur ce à quoi cette rencontre l'aurait inévitablement fait penser, ce qui depuis son premier amour l'empêchait d'aimer. Garance, de son côté, à cause de cette rencontre, aurait compris que l'amour ne se fabrique pas, qu'il naît tout seul, comme un enfant insoumis dont on doit respecter les caprices qu'il invente chaque jour. Pourquoi Jonathan déciderait-il de suivre David? Il ne le saurait sans doute pas lui-même. Il tournerait au coin de la rue, il sortirait son pistolet, il viserait David qu'il ne connaît pas, qu'il n'aime pas, qu'il ne déteste pas. Aucune jalousie ne serait présente dans son cœur. Il aurait trouvé simplement un geste qui lui semblerait constituer son destin.
Jonathan et David sont peut-être les deux faces d'une même médaille, les deux possibilités d'un même réel. Et la conscience de l'un et l'inconscience de l'autre pourraient, face à la sinistre réalité, s'avérer des solutions tout aussi inefficaces. Mais pourtant, au-delà de la confiance et de la méfiance, au-delà de l'espoir et du désespoir, moi qui n'ai plus 20 ans, je dirais qu'il reste une réponse possible, celle du doute profond de la foi, celle de la foi profonde dans le doute. Celle d'un véritable optimisme de la volonté qui accompagnerait le nécessaire pessimisme de l'intelligence. Il resterait une réponse possible, car celui qui accomplit ce tour de force de se nourrir d'espérance tout en les sachant chimériques, de quoi n'est-il pas capable ?